Salut les néo-autonomistes. Dans cet épisode sur les enduits intérieurs à la chaux, nous vous présentons comment appliquer l'enduit chaux-chanvre, comment faire des enduits de finition chaux-sable et comment réaliser un tas de lacte pour les zones humides de votre maison. Nono, ça a bien avancé, ça bosse, hein? Ouais, on a bien travaillé, donc on voit bien les stuccos là en 3 passes qu'on a fait la semaine dernière qui sont en train de sécher. On voit les traits d'outils et tout le reste. Et on va attendre que ça soit bien sec comme derrière, donc on voit bien. Et là on va passer une cire saponifiée pour vraiment cirer les enduits et vraiment leur donner du caractère. Alors là, on est dans la salle de bain et on voit bien qu'ils ont tout préparé pour le tas de lac ou le tas de lacte. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une douche à l'italienne avec des enduits imperméables qui permettent vraiment de résister à l'eau, mais qui doivent être soignés au savon noir et qui doivent être imperméabilisés. Ça, c'est une première couche, alors? Alors, ça, c'est une sous-couche chaux hydraulique et sable. Voilà, un enduit simple, hein, on est à des proportions de 2,5 de sable pour 1 de chaux hydraulique. Ok. Donc on prend un sable 0,2 relativement fin et on fait un enduit taloché, resserré à la taloche et après on vient passer un coup d'éponge une fois qu'il a pris, hein, on prend un enduit chaud-sable épongé pour donner une meilleure accroche. Donc voilà, pourquoi la chaux hydraulique là en l'occurrence, c'est pour rajouter de la dureté à notre support qui va recevoir le tas de lacte. Et la chaux hydraulique a une meilleure résistance à l'eau. Hydraulique. Voilà. Je présente. et après, on peut voir quand même que Pado a donné un petit effet de style. Donc il a encastré des ardoises directement dans la sous-couche pour permettre réellement de pouvoir avoir des rangements au niveau de la douche qui sont intégrés dans la masse. Et donc là, il faut attendre combien de temps pour que ça sèche avant de commencer le tas de lacte? Ça va dépendre de la température qu'il fait, hein, toujours. Ah oui, mais 24-48 heures. 24-48 heures. Ouais. Ok. Donc on est prêt à vous proposer de voir la finition en tas de lacte. Donc ça veut dire tous les mélanges, poussière de marbre chaud et la finition au galet. Donc ça c'est prévu pour cette semaine, donc on est sur 2 volets parce qu'on voulait vraiment vous permettre d'être en immersion dans notre métier. Et sur un chantier intérieur? Alors là on est vraiment sur la maison à Pado, à Pierrot, voilà. Et on verra aussi tout le long du reportage entre ma maison et celle de Pado. On est en train de préparer, on voit Pado qui est en train de préparer avec la taloche éponge. Il est en train de préparer le support parce que pour pouvoir poser un tas de lac, on a vraiment besoin d'hydrolyser le support. Donc on est sur un mélange 2,5 ou 2 pour 1, chaux hydraulique sable. Et là il est en train d'affiner le grain. Donc on peut le voir avec une taloche éponge, voilà, qui est bien essorée parce que le but c'est de pas de mettre de l'humidité, mais c'est vraiment de faire ressortir le grain de sable. C'est mouillé mais pas trempé. Alors viens voir de plus près. Alors, je suis très gêné. Donc on voit vraiment qu'il est en train d'affiner le grain et pour permettre vraiment qu'on ait une accroche, et là-dessus on va poser le tas de lac. Donc on est vraiment pour un bon tas de lac, pour que la qualité du tas de lac il soit au top. On a vraiment besoin de préparer le support pour pouvoir accueillir cet enduit de finition. Maintenant, petite question, est-ce que ce support, alors je ne sais pas si je l'ai posé la question, mais est-ce que ce support, si on ne voulait pas faire jusqu'au tas de lac, est-ce que ça tient, ça résiste à l'eau? Alors, si on voulait mettre de la faïence, donc il y a 2 options. Ou on met de la faïence et on repart sur une colle à carrelage avec de la faïence pour permettre d'enduire la douche à l'italienne à la faïence. Ou si on veut rester totalement naturel, on est vraiment sur un tas de lacte. On ne peut pas laisser ça comme ça, même si non, parce que là, si on pourrait laisser ça comme ça, mais il manquerait réellement d'affiner le grain. Le but, c'est vraiment de revenir à quelque chose qui est imperméable. Donc on est un peu sur le procédé qu'ont utilisé les Romains pendant de longues années. Ils ont fait des enduits extrêmement fins. Le tas de lac, c'est de la chaux
avec de la poussière de marbre et un pigment dedans. Donc tout le travail qu'on a préparé, ce qu'on voit là, c'est la préparation, c'est la sous-couche qui va nous permettre de poser le tas de lacte. Donc là, on voit bien un pas d'eau. Ils ont posé la chaux sable, ils l'ont taloché pour resserrer le grain et durcir un peu le support. Et là, il est en train d'affiner le grain. On voit la différence entre ça qui est plus brut. Voilà, donc ça c'est taloché. Et là, c'est passé à la taloche éponge. Et on voit vraiment la granulométrie. On lave le grain pour favoriser l'accroche. Voilà, donc en fait, on est sur une accroche chimique et mécanique. C'est quoi le noir qu'on voit? Ça, c'est les grains noirs qui sont dans le sable. Donc, quand il passe à taloche éponge, il est en train d'enlever la laitance et il permet vraiment que tous ces grains de sable sont l'accroche mécanique. D'accord. Donc, s'il n'avait pas nettoyé, on serait sur quelque chose de lisse et on aurait pu avoir un décollement entre le corps d'enduit et la finition. L'important, c'est vraiment, plus votre support va être préparé, plus le tas de lac derrière sera propre. Okay. Donc ce qui est important, c'est vraiment toutes les couches qui ont été posées avant, elles sont aussi importantes que la dernière. D'accord. Oui, il ne faut pas faire un cache-misère, quoi. Non, parce que si on ne prépare pas bien, on ne va pas avoir un résultat final qui sera vraiment propre. Pierre, dis-moi, ça c'est la préparation pour le tas de lacte, ou tas de lac, comme disent certains. Tu m'as dit on va pas le refilmer quand on le fait parce que ça ressemble beaucoup à... Ça ressemble à la première passe de stuc qu'on a faite. Donc c'est un mélange de poudre de marbre en 350 microns, de la chaux, et en gros c'est 1,5 pour 1. Donc 1,5 de poudre de marbre 350 pour 1 de chaux. Et des pigments pour la coloration. Et quand tu dis chaud, c'est aérienne ou hydraulique? Aérienne. D'accord, parce qu'hier tu parlais d'hydraulique pour... Pour la sous-couche, mais là c'est 100% aérienne. 100% aérienne, et c'est des matières qu'on peut préparer en avance et garder pendant un moment. Donc voilà, donc en fait, tant qu'on est sur la chaux aérienne, on peut se permettre de garder les pâtes pendant très longtemps. Donc si on referme, on met un peu d'eau dessus, et on peut garder pendant un moment, la réutiliser plus tard. Et pareil, hein, comme toutes les pâtes à la chaux aérienne, c'est bien de préparer au moins 24 à 48 heures à l'avance, avant de l'étaler. Voilà, pour que les matières fusionnent bien, pour qu'on ait vraiment, on est sur quelque chose, c'est un peu comme la pâte, un peu comme le levain. Donc quand on fait une pâte à pain, on la laisse lever, et là dans la chaux, si on la préparait tout de suite, on aurait peut-être des problèmes de grumeaux, d'avoir des trucs. C'est vraiment bien de la laisser reposer quelques temps avant. Parce que c'est bien aussi d'en préparer plus, parce que s'il y a un jeton un jour dans la... Ouais, voilà. Hein, je garde toujours un petit pot. Pareil, quand je vais chez les clients, je laisse toujours un petit pot de matière. Voilà, pour faire les reprises. Pour faire des retouches, si jamais. Ouais. Faut fermer ou juste mettre de l'eau et ça suffit ou comment? Ouais, fermer hermétiquement avec une petite pellicule d'eau dessus et ça se garde pendant des années. Ou sinon, on peut filmer avec un plastique. Venir mettre plaqué pour éviter qu'il y ait de l'air. De toute façon, la chaux aérienne, elle sèche que quand on la met en œuvre. Ok. Là, il faut aussi préciser qu'on a laissé quelques temps sécher. Il y a eu 24 heures. La sous-couche, elle a 24 heures de séchage. Voilà. Alors, elle ne doit pas être totalement sèche, parce qu'en même temps, il y a une histoire de jeu avec le tas de lac que vraiment, pour pouvoir le travailler, avoir le temps de le travailler, c'est bien qu'il y ait encore un peu d'eau dans le support. Un tampon humide. Voilà, exactement. On parle de tampon humide. Donc ça veut dire il est passé, d'abord, hier on n'a pas vu, il y a une couche qui était avant celle-là, qui est une couche d'accroche, qui est sur le même principe, et là vraiment il a son support qui est prêt, homogène, avec encore de l'humidité dedans. Tu dis on l'a pas vu, mais c'était pas quand il a mis l'espèce de taloche avec l'éponge? Non, avant ça il y avait une accroche qui a été posée avec une colle à carreaux de plâtre qui nous permet d'avoir l'accroche. Ben là, parce qu'en l'occurrence, on est sur des cloisons briques avec un enduit plâtre derrière. Donc, pour avoir une accroche chimique sur le plâtre et bloquer le support, on passe une colle à carreaux de plâtre au peigne pour avoir une accroche mécanique et chimique. Voilà. Ça, on l'entend souvent. Et alors, dis-moi, parce que quand tu colles à carreaux de plâtre, c'est naturel ou c'est un... Non, là, c'est un produit prêt à l'emploi du commerce. Qu'on utilise, qui va être compatible avec le plâtre. Voilà. Parce que là, en l'occurrence, on est là-dessus, sur des cloisons en briques fragiles. J'aurais pu, si j'aurais été sur un autre support, piquer le plâtre pour revenir sur la brique
et j'aurais évité ce produit. Là, c'est plus un gain de temps. C'était pas un gain de temps, c'est surtout que voilà, on est sur des cloisons en briques qui sont pas toutes jeunes et assez fines, assez fragiles. Donc voilà, là, piquer, ça aurait été fragiliser la cloison. C'est très compliqué. Donc, de piquer de la brique, brique plâtre. En général, quand on pique, on casse aussi la brique. Donc, et là, encore une fois, tout n'est pas mauvais dans le monde moderne. Hein. Donc pour passer d'une cloison plâtre, et il l'a redit Pado, souvent on utilise ce process, donc en fait c'est vraiment de la colle à carreaux de plâtre, donc il y a un peu d'adjuvant dedans, mais ça permet vraiment de passer du plâtre à la chaux. Moi, c'est depuis, ça fait maintenant 1 an que tu nous partages ça. Ce que j'aime, c'est que dès la première vidéo, tu as dit c'est pas parce qu'on veut aller 100% naturel. Tu dis des fois, il n'y a pas le choix, ou des fois quand même. Alors tout n'est pas mauvais, je répète, on n'est pas là pour discréditer. Le monde moderne a amené quand même plein de technologies, plein de choses. L'histoire, c'est qu'il faut savoir encore l'utiliser avec parcimonie. Donc en réalité, nous, il l'a redit, je redis ce que disait Pado. Il avait une contrainte technique derrière et on a utilisé une sous-couche qui nous permet vraiment de passer de l'un à l'autre. Ok. Et alors on fait quoi après maintenant? Justement, là on va assister à Pado, il va poser la matière. Donc en fait le tas de lac, c'est quand même, il y a une pause successive donc qui se passe en combien? 2, 3 Alors c'est deux passes, frais sur frais, hein, comme le stuc, mais avec la même pâte. Avec la même pâte cette fois-ci. Voilà. Donc un peu comme le stuc, comme la première passe, on va passer 3 mm dans un premier temps, avec un platoir en inox. Toujours par en bas parce que tu remontes. Ouais. Et après, il y a plusieurs étapes. Il y a 2 passes, mais il y a beaucoup d'étapes, quoi. Bon, on va voir tout ça. Nono, le temps que Pierre il fasse ça, j'ai vu une drôle de taloche en bois. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors venez, on va vous montrer. Donc, ce matin, Pado il a repassé un coup de ponçage. On est sur des taloches en bois, totalement en bois, qui permet vraiment de... Alors, sur la matière qu'on a, c'est tellement gras, c'est presque de la chaux en pâte. Le mélange est tellement que si on utilisait pour venir stuquer à la fin, on aurait un problème un peu comme quand on met un verre dans l'eau. Et cet effet de tirage. Donc ce qui est important, c'est que la taloche bois, elle permet de ne pas faire revenir la laitance vers nous. Donc c'est un peu particulier, c'est des taloches qui sont intéressantes pour les enduits, pour tous les enduits qui sont un peu gras. Quand on dit gras, ça veut dire qu'il y a beaucoup de liant dedans. Là, on est quasiment sur 1 pour 1. Donc au niveau, c'est extrêmement gras. Et ça nous permet vraiment de pouvoir travailler cette matière et pouvoir, parce que vous allez voir, le tas de lac, c'est vraiment toute une succession de petits gestes, les uns après les autres, pour obtenir le résultat. Oui, parce que quand on regarde, c'est pas énorme la zone qu'il y a à faire, mais tu disais quand même, c'est long parce que c'est plusieurs passes. Alors ça veut dire que, encore une fois, là, on est sur un process où il y a vraiment la matière, c'est elle qui guide. C'est pas nous qui maîtrisons la matière. Là, cette fois-ci, il faut être vraiment à l'écoute de la matière parce que c'est elle qui va nous guider quand ça va être le moment de passer la deuxième passe, quand ça va être le moment de passer les taloches bois. Et après, il y a tout un processus de serrage. On va vous le montrer avec les galets. Et après, on amène aussi du savon noir, une matière grasse qui permet vraiment de pénétrer dedans et de créer la pellicule de protection. On est vraiment sur... donc on est parti pour une journée, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Non, voilà, au chaud, entre copains, voilà, et on voit vraiment cette pâte. Donc on voit Pado qui est en train de poser la pâte, la première passe. Et c'est à quel moment alors que tu utilises la taloche? Eh bien, on le verra tout à l'heure. Encore une fois, on ne peut pas dire exactement le temps. C'est la matière qui va nous guider. Mais tu dis qu'elle guide. Qu'est-ce qu'elle dit? Comment elle se forme? Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, c'est au niveau du ressenti. On n'est pas la matière parle pas, hein, on est bien d'accord. Mais avec l'expérience, elle nous guide. On sait à quel moment elle a suffisamment tiré pour venir dessus. Et le moment du serrage, si on vient trop tôt avec le galet, eh bien, on pénètre dans la matière et si on arrive trop tard, on la raye. Donc en fait, on rentre vraiment dans le tas de lac. Pour moi, c'est déjà, ça demande de maîtriser, d'avoir pratiqué
longtemps pour pouvoir vraiment obtenir des résultats et le faire dans les bonnes conditions. Donc franchement, c'est un peu le tout en haut, voilà. Ça veut dire. Mais par contre, on a vraiment quelque chose. Parce que qu'est-ce qu'on aurait comme possibilité? La plupart des salles de bain chez les gens sont faïencées, avec des joints de faïence, et tout ça bien vu. Au bout de quelques années, on voit les joints qui commencent à être poreux, on voit aussi pas mal de moisissures qui s'installent dessus. Donc en fait, là, la technique qui est utilisée, c'est une technique qui est extrêmement vieille et qui servait à tous les hammams, les saunas, tous les pays du Maghreb et tout ça utilisaient, parce que cette technique vient du Maghreb. Et ils faisaient souvent, on appelait avec la chaux de Marrakech, qui était une chaux particulière. Tu sais quoi, tu as dû le voir parce que tu vois un peu les commentaires. On est les pays du Maghreb, ils nous ont salués. Ouais, on a parlé de ça. Il a justement dit que le Tadlak venait du Maroc. Donc c'est vrai, les grands spécialistes du Tadlak. Mais les Romains et les autres utilisaient déjà le principe. Donc en fait, on est vraiment presque sur la reconstitution du marbre. Parce qu'en fait, on a de la chaux et on a cette fameuse poussière de marbre. Si tu prends une poussière de marbre trop épaisse, parce que là tu as dit que c'était la grosse ou la petite, j'ai pas noté. 350 microns, celle-là, on va dire c'est la moyenne qu'on trouve dans le commerce. Si tu en prends une trop grosse, ça donne quoi comme résultat? Alors ça peut marcher aussi hein, avec une 0,6, mais il va falloir passer plus épais. Alors le problème de passer trop épais aussi, c'est de se retrouver avec des cloques, des poches d'eau et un effet de tirage. Parce que là, le but, c'est quand même de faire ça dans la journée. Ça nous est déjà arrivé souvent avec pas d'eau à terminer à 1h, 2h, 3h du matin parce que le Tadlak tirait pas et qu'on ne pouvait pas le lâcher, on ne pouvait pas revenir le lendemain. Ah, donc c'est vraiment là où tu dis la matière cause et c'est pour ça que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la matière qui nous guide et on doit vraiment être là au bon moment pour chaque process. Dis-moi Nono, on va parler un peu plus technique parce que là on parle de... Bon, ça c'est technique aussi, mais pas d'eau, pareil, il doit faire horizontal, vertical, il y a un sens, il y a un rythme. Il l'avait dit la dernière fois, en général on pose dans un sens et on recoupe. Ouais. Mais pareil pour ça alors. Voilà, donc dans le système de pose, ça permet de bien équilibrer. Parce qu'on ne le voit pas, mais les lianes, quand on monte, elles font des micro-vagues. Et si on ne recoupe pas dans l'autre sens, on perd la planarité. Voilà. Donc là, on voit vraiment la première passe. C'est vraiment une passe, mais c'est important. On répète beaucoup, on a beaucoup répété. Tu l'as dit, hein, tu as dit de toute façon, moi, la première, mais je ne sais pas si je l'ai enregistré, mais je le dis parce que ça m'a marqué. Tu as dit la première qualité d'un maître d'apprentissage, c'est la patience et la répétition. Alors oui, et surtout répéter aussi que là, l'important, ce qui est important, c'est d'avoir les 3 mm. Si maintenant on a 1 mm d'un côté et 5 mm de l'autre, quand on va vouloir finir le Tadlak, il y aura une partie qui, c'est très important, la rigueur de pose. La rigueur, c'est l'épaisseur qu'on a définie de poser, on doit être le plus précis là-dedans. Parce que sinon, il va y avoir un problème quand on va passer aux autres étapes, eh bien, il y aura une partie qui va sécher plus vite que le reste. On voit bien que là, on a un vrai effet de serrage, on voit bien. Et dès qu'il monte ici, c'est un tout petit peu plus frais, et ça accroche à la matière, elle fait un espèce de petit peluchage qu'on voit là. Du peluchage. Ça veut dire, voilà, elle est juste pour être travaillée. Là, il est, voilà. Et l'intérêt, le plus difficile, c'est pas de créer, de ne pas avoir de poche d'eau. Les poches d'eau, ça veut dire des endroits où il va arriver avec la taloche et ça ne tire pas. Et tu disais, Nono, s'il y a des petits manques, on peut remettre un peu de matière. Là, on peut encore. Alors d'abord, avant de remettre de la matière, regardez ce que fait Pado, il récupère la matière qui est de la même temps de séchage. Et il la reprend. Donc en général, quand on fait des petites retouches, on ne retouche pas avec la matière d'en bas, on retouche avec ce qu'on a sur les outils. Ok. Donc on l'a bien vu, et là on voit bien l'effet de serrage. Donc il est en train de serrer, on voit des bulles d'air ici. Et là maintenant il est en train d'enlever toutes les petites bulles d'air, et il est en train de ranger la matière pour que ça soit le plus dur possible. Je regarde l'angle, comment tu fais. Et après pour attraper, c'est à plat. On va voir un peu. Ah oui, comme ça, ok. Je vais voir. J'avais l'autre trépied. Je l'ai plus dans le camion, je vais revenir. C'est pas beau, hein, c'est beau. Ouais, mais sinon, Petit. Ça, et après on va faire avec ça. vraiment l'effet de serrage. Parce
Est-ce que tu as un peu de matière là? Il va pas falloir traîner. Non, non, non. Là, Nono, t'as une petite. Vas-y, si t'as un peu de matière. Tu vois? Ah, Je excellent. te disais que la taloche, Tu rattrapes. on voit bien que je range la matière. On voit vraiment l'effet de. Non, c'est génial. Hop. Et bah, première couche. Voilà, on a posé la première couche, donc voilà, ce matin, on l'a laissé prendre un peu. Faut qu'on ait quelque chose qui soit plus collant au toucher, là. Donc là, en l'occurrence, c'est pas mal. Et maintenant, on va passer la deuxième passe. Donc voilà, on a une première couche qui est bien talochée au bois. On laisse bien l'aspect granuleux. Surtout pas le resserrer au fer à ce moment-là. Là. Et on va passer la deuxième passe. Nano, tu veux rajouter un peu? Ben, écoute, oui, pour la deuxième passe, on repasse sur 3 mm. Donc on va repasser une deuxième. Comme il a dit Pado, l'intérêt c'est surtout pas lisser la première parce qu'elle doit fusionner les deux ensemble. Et après on va bien resserrer encore une fois avec la taloche bois. J'ai l'impression que tu mets la dose, hein, là, quand même. D'abord j'ai un acte de pause. Ah non, je parle, pardon, je fais des choses. Ouais, 3000. 3000, ok. On va mettre un peu d'épaisseur quand même. Alors tu vois déjà là, ça ne se passe pas de la même manière que les endroits qui tirent vite et les endroits qui ne tirent pas. Quoi. Ah, c'est bien de voir Nano faire ça. Ouais, tu as vu, on a les poches. Alors on est en train de resserrer, donc cette fois-ci on revient sur un outil inox. Après la taloche bois, on voit bien le grain là si tu te rapproches. Et maintenant on va vraiment refermer. Donc on est vraiment sur un effet de stickage. Et ce qu'on veut voir c'est ce côté glacis là. Attends, je vais montrer en face, voilà. pour les personnes qui voient. Donc on voit la différence entre là, Ouais, on voit bien. entre là et là. Et donc on a, avant de passer le galet, on va refermer une dernière fois la matière. Est-ce que tu peux nous expliquer, tu as dû réouvrir un peu d'eau? Alors là on a une poche d'eau, et donc on voit bien, je suis revenu, j'ai réouvert, donc j'ai venu enlever la pellicule et réouvrir le support pour qu'il tire. Ça, c'est pour que ça sèche. Alors là, comme on avait dit, hein, c'est toujours compliqué avec le tas de lac et des sacs. Des fois, on a des poches d'eau ou des poches d'air qui viennent se positionner entre les couches de matière. Donc là, c'est un peu la complication, c'est vraiment la partie qui n'est pas facile à gérer. C'est ce côté d'avoir que de temps en temps, on peut avoir des problématiques comme celle-là. Et là, il faut être bien patient parce que sinon, si ça se décolle, on va être obligé de refaire le pan de mur entier. En tout, la partie qui est là. Hein. Et là, Nono, si tu rates, il faut piquer, comment tu fais? Là, dans le frais, tu racles et tu reviens au support d'origine. Et si ça a séché? Alors, si a séché, tu le piques. Hein. Bon, le but, c'est d'arriver à optimiser tout ça. Et de toute façon, le tas de lac, c'est beaucoup de patience. Voilà, tu as bien vu la journée qu'on a passée, beaucoup de temps d'attente. Et encore une fois, c'est la matière qui nous guide. Donc là, c'est pas le moment. Là, c'est le bon moment de stuquer. Vas-y, je vois qu'on prend ton geste. Regarde. Bien à plat, là. Là, je suis vraiment à plat et on peut le voir. Je suis vraiment en train de refermer
les pores. C'est comme si on refermait les pores de la peau. On veut vraiment que ça soit imperméable. On voit vraiment l'effet glacis. C'est comme si on faisait un glacis en fait. Regarde, on le voit bien là. Ah, on le voit. On voit la différence déjà entre là et au fond. Tu vois, on voit le granuleux et la... On voit vraiment l'effet de la liane. Mais ça doit être fait au bon moment. Parce que si j'arrive un peu trop tôt, eh bien, encore une fois, je vais avoir la matière qui peluche là. Ah, elle en prend un petit peu. Ah non, pas Alors là, tu vois, je fais re-rentrer le grain dedans. Il y a un sens vers le haut, vers le bas. Alors là, pour le moment, j'essaie d'amener l'eau qu'elle descende vers le bas. Parce que j'aimerais bien la pousser, parce que si on veut finir ce soir le pan de mur, il faudrait vraiment que le mur, eh bien, il sèche. Donc l'eau, par capillarité, elle va descendre. Et donc c'est bien avec le mouvement d'accompagner la capillarité. Voilà, donc c'est vraiment un jeu de patience. Là, on voit vraiment hein, où je suis passé. Je montre un autre endroit. Là, t'es pas passé. Bon Nono, vous avez bien avancé là. Voilà, on arrive presque à la phase finale, qui est la phase un peu de terminer, c'est le galet. Donc je vous montre de plus près, regardez. C'est un galet qui a été coupé avec une meule et qui a été façonné pour qu'on puisse avoir vraiment une face plate. Et là maintenant, on utilise le galet pour venir resserrer la matière. Et c'est là-haut, on voit. Voilà, on le voit en haut et on voit vraiment, on entend le son. Ouais, tu sais ce qu'on dirait? On dirait une craie sur une ardoise. Alors l'intérêt, c'est que là vraiment, on vient vraiment serrer. C'est presque un glacis là. On est en train d'arriver, on se rapproche, on est vraiment sur le grain le plus fin. On est vraiment en train d'affiner. Et là, on est d'accord, l'eau, elle faut éclabousser, l'eau, elle rentre plus. Alors là, c'est déjà imperméable, mais quand même, demain, on va repasser avec le galet et du savon noir. Et là, on passe sans savon noir. On resserre d'abord. On va laisser l'enduit tirer une petite journée. Et demain, on va repasser avec le même galet et on va le tremper dans le savon noir. Juste une trempe On le trempe et vous allez voir, ça va augmenter l'effet de glacis. Donc là, ce qu'on voit déjà, c'est entre là et là. Viens, Brian, regarde. On voit bien avant qu'on passe le galet et après le galet. Donc on voit vraiment qu'on se retrouve sur la patine. Là, c'est extrêmement lisse. On est vraiment sur la finesse. On l'avait déjà montré la dernière fois, mais là, on voit vraiment, c'est l'effet de serrage. Et on entend bien le son, ce son particulier. Est-ce qu'il y a de l'entretien, quelque chose à faire? Alors, c'est la même chose. Vu qu'on est sur des enduits naturels et tout le reste, évitez tous les produits extrêmement forts, eau de javel, décapants et tout ça, parce qu'on est sur des matières naturelles. Et le savon noir crée une pellicule d'imperméabilisation. Donc, en fait, c'est vraiment, on doit entretenir la salle de bain avec du savon noir. Voilà. Et on peut aussi passer, une fois de temps en temps, si on veut, on peut passer avec un peu d'huile de lin. Donc l'huile de lin, c'est la même chose. L'intérêt du savon noir, c'est qu'il crée une pellicule de protection qui augmente l'imperméabilisation à l'eau. Mais là, vu comment c'est fin, on est vraiment sur des enduits extrêmement fins, l'eau ne peut pas pénétrer dedans. Alors, je vais me rapprocher quand tu le fais, juste, alors, je vais essayer de me mettre à la lumière. Et vraiment le bruit, on entend. Hein, voilà, et on sent vraiment la matière qui, elle, est vraiment, on est en train de la glacer. C'est un glacis ce qu'on est en train de faire. Et ce glacis, on voit bien, regarde, on voit la marque des outils qui ressortent. Ça nous permet vraiment d'être sûr que la matière, elle est bien serrée. La méthode, les mélanges, tout ça est simple en soi. C'est la mise en œuvre qui demande vraiment, on l'a vu tout à l'heure,
On a eu quelques petits soucis de poche d'eau, de lit, et ça demande de vraiment maîtriser la matière, d'avoir, pas d'eau, il le dira, mais les premiers enduits qu'on a fait, les premiers tas de lacs qu'on a appris par nous-mêmes la technique, eh bien, il s'est arrivé régulièrement qu'on les recommence. Là, ce qu'on vous montre, c'est vraiment le tas de lacs dans les pures traditions avec la matière naturelle. Si vous allez au magasin, vous voyez beaucoup de produits, entre guillemets, illusion tas de lac, si. Mais là, il faut bien comprendre que c'est que de la pétrochimie. Il y a de la résine, il y a des adjuvants, il y a beaucoup de choses dedans, sauf que c'est des produits extrêmement chers. Donc les industriels, comme on dit, se gavent avec ça. Parce que c'est des produits qui vendent une fortune. Là, le mélange, encore une fois, on ne l'a pas dit, mais pour le mélange qu'on voit ici, on a peut-être pour une vingtaine d'euros. Voilà, en sachant que le tas de lactes vendu, une fois vendu, ça peut frôler les 200 à 250 euros du mètre carré. Non. Si. En plus, le faux, enfin, alors, le vrai, ça veut dire, vous avez bien compris maintenant qu'un tas de lactes, ça prend vraiment du temps, ça demande de la maîtrise, ça demande tout ça, et c'est pour ça que c'est vendu aussi cher aussi. Mais en soi, au niveau matière, encore une fois, en restant totalement au naturel, le mélange là ici, c'est surtout, on est sur des ratios à 95% de temps de travail pour 5% de matière. Comme ça vous donne un petit aperçu. Nono, tu nous fais un petit cadeau, tu nous invites ici parce que là on va continuer une seconde phase. Comment poser, c'est bien de le réaliser et n'hésite pas à rentrer dans le détail. Non. Voilà, donc là vraiment on a parlé pendant longtemps du correcteur thermique, le fameux enduit chanvre qui permet de corriger le ressenti à l'intérieur d'une maison. Donc on passe d'un côté froid, austère, à un côté chaleureux parce qu'il y a beaucoup de chaud dans le mélange. Donc là, on est dans un espace qui est le futur appartement d'un de mes fils. Voilà. Et là, on est en train l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on pose l'enduit chanvre, quelles sont toutes les méthodologies, et surtout, vous montrer comment on fait. Alors moi, je vais te poser une question peut-être de débutant, mais là, quand je vois le mur, parce que c'est vraiment, on l'a éclairé. Nono, petite question. T'as mis du Gopti et tout avant, et là tu m'as dit, non, on part de ça et on y va. Là, la dernière fois, on était chez Brian sur des parpaings ou des moellons qui étaient extrêmement lisses et on avait besoin d'une couche d'accroche. Là, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'on peut, grâce à l'enduit chanvre, passer une passe et recouvrir tout ça. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de piquer, enlever tous les plâtres, tout le reste, parce qu'on va vraiment créer une coque chanvre. Donc on va recréer un environnement intérieur chaleureux. Donc l'idée c'est de vous montrer que l'enduit chanvre il colle sur tout. Et là on a bien l'exemple, on a des vieux enduits peints, chaux hydraulique, on a un peu de ciment, on a au-dessus du plâtre, là des vieux enduits à la chaux d'origine, du bâti d'origine, et là on a des raccords plâtre. Donc là on va juste dépoussiérer, on va mouiller un tout petit peu, et après, on va vous montrer comment on pose ce fameux enduit chanvre qu'on a là derrière. Alors bien. On rappelle aux gens, Nono, c'est ce qu'on a préparé dans la vidéo précédente. Voilà, je mettrai bien. Donc on est sur un double volet. On vous a dit les enduits. On a fait une partie chez Pado, qui est mon apprenti et le premier apprenti de la confrérie de longues années. Et là, on est à la maison et on a préparé les enduits chanvre avec Brian à peu près il y a combien ? Il y a une semaine. Voilà, il y a une semaine. Donc on voit bien les poubelles. Et là, viens voir. Ici, on avait l'enduit chanvre, on avait mis un tout petit peu moins d'eau dedans, parce que le but, c'est que je devais le transporter. Donc, il devait passer dans le camion. Si je l'avais fait trop liquide, j'aurais pas pu l'emmener dans le camion, j'aurais eu de l'enduit chanvre partout. Donc, on l'a fait un peu plus dur, et là, on va le réactiver. Donc, le but, c'est de remettre un tout petit peu d'eau, et on va utiliser le malaxeur que vous avez déjà vu souvent. Et là, on va réactiver l'enduit. Ça veut dire qu'on ne va pas le réactiver, on va vraiment le préparer pour qu'il soit dans la bonne texture pour pouvoir le poser. Donc là, la première étape aujourd'hui, on le voit bien, là c'est celui-là qu'on a déjà retravaillé. Et là on peut voir de l'autre côté ici,
l'enduit qui est vachement plus dur. On dirait du papier, tu sais, mouillé, mâché un peu. Alors là, le mélange, c'est comme un levain. On l'a laissé travailler une semaine, tous les fibres, le liant, l'eau, tout le monde a fusionné. Sauf que pour nous, pour pouvoir l'étaler sur une couche uniforme sur le mur qui est à peu près de 2 à 2 cm et demi, on a vraiment besoin de lui donner la l'onctuosité. C'est un peu comme la pâte à crêpes. Vous faites la pâte à crêpes, il y a un peu de grumeaux, vous la laissez reposer et après vous la rebattez et elle est encore meilleure. Donc l'enduit chanvre, il a besoin de macérer. C'est une matière qui a besoin de passer un temps de repos pour vraiment être au optimum. Sauf que là, pour pouvoir le transporter et que dans mon camion, eh ben ça t'avais pas envie que ça gicle. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que maintenant, je vais redonner de l'onctuosité. Donc on avait dit à peu près 50 litres d'eau sur le mélange. Là, on va rajouter 1 ou 2 litres d'eau et on va rebattre la matière pour permettre d'avoir vraiment une matière onctueuse. Donc là, on le voit bien. Ici, On voit la différence, arrête. alors voilà, exactement, entre la poubelle qui est là-bas et tout, et ce qu'on a préparé ce matin, parce que ce matin, on a rebattu la matière, et là, on a vraiment une matière onctueuse. On peut le voir, on est vraiment sur une pâte. C'est presque de la chaux en pâte. Ça tient presque sur le mur, là. Alors, c'est pour ça, alors je voulais rappeler à tout le monde, on ne fait pas de gobti, parce que le mélange chaud-chanvre qu'on fait, l'enduit chanvre, il est tellement gras, tellement collant, qu'il colle sur tout. Et en plus, l'intérêt d'avoir de la chènevotte de chanvre, c'est qu'on a les structures en elles-mêmes, elles créent une coque. Donc il est auto-fibré. Nono, petite question par rapport à ce que tu me dis, on avait parlé tout à l'heure. Moi, je me dis, alors, tu fais un mur, il est posé comme ça, il fige. Qu'est-ce qui fait qu'il va accrocher? Parce que t'as beau dire quand même que c'est irrégulier comme mur, on voit qu'il y a des bouts de plâtre, ça a l'air quand même d'être assez fin. Qu'est-ce qui va faire que ça va pas tomber? Alors déjà, ça va pas tomber parce que ça va pas tomber. Mais l'histoire, c'est que on va passer une première passe. Et l'intérêt, c'est que c'est tellement gras. Quand on parle de gras, ça veut dire que il y a tellement de liants dedans qu'on peut se permettre de passer sans gobti. Donc, si on avait une surface lisse, comme un ancien plâtre ou un enduit extrêmement fin, on serait obligé de repasser par un petit gobti. Là, l'intérêt, c'est que mon support, ce que je voulais vous montrer, déjà, on n'est pas au niveau du premier niveau de la maison, donc il n'y a pas de problème d'humidité. Et je voulais vous montrer qu'avec de l'enduit chanvre, on peut passer sur... c'est comme si on effaçait un peu toutes les périodes qu'on voudrait oublier, parce que toutes ces périodes plâtre, ciment, chaux hydraulique, tout le reste, c'est les 70 dernières années qui ont créé beaucoup de rustines. Voilà, vous avez vraiment l'exemple des rustines qu'on peut voir des dernières années. Donc l'idée, c'est vraiment, grâce à la laitance, et c'est ce qu'on voit ici, hein, quand vous voyez le mélange, venez voir là, il brille. On est vraiment sur un mélange extrêmement gras. Nono, tu peux un peu expliquer l'équivalent de ce que tu vas montrer là? Tu me disais, dans nos temps nouveaux, c'est du placo en fait. Alors, vous avez deux options. Parce que si on était vraiment dans la restauration d'une maison, il y aurait l'artisan, tout le monde vous dirait, écoutez, vous doublez, vous faites une ossature en placo et vous plaquez de la laine de roche ou de la fibre de bois. Sauf que, en réalité, c'est une obsolescence. On est sur un procédé qui va durer 20, 30, allez, 30 ou 40 ans maximum, si c'est bien fait, sauf qu'on va être obligé de recommencer. Là, l'idée, c'est vraiment de poser un correcteur thermique qui sera là à vite aeternam. Donc ça veut dire que l'isolation, la modification du ressenti de l'habitat, il n'est pas sur un but d'obsolescence, on est vraiment sur quelque chose qui est durable, en sachant que la courbe de la chaux, plus elle vieillit, plus elle durcit. Ça, tu l'avais dit pour le mur, mais là, tu as dit on était sur 5 cm. Combien de temps ça va mettre à sécher par rapport au mur qui est revidé? Moins que le bancher chez Brianne qui fait 30 cm. Donc là, aujourd'hui, on va passer une passe de 2 à 2,5 cm. Et on va repasser la semaine prochaine ou dans une dizaine de jours, on va repasser une deuxième couche pour vraiment obtenir à peu près entre 4 et 5 cm de correcteur thermique. Donc le correcteur thermique, il va modifier le ressenti
Parce que là, si on touche, on ressent le côté froid, le côté austère. On voit bien qu'on a des auréoles un peu de capillarité par rapport au pignon qui dégage de l'humidité. Donc l'avantage de l'enduit chanvre, c'est un correcteur thermique. Il est hydrorégulateur. Et en plus, il a quelque chose en plus que les autres n'ont pas, c'est qu'il est thermique, dynamique. Et en plus, il a une capacité d'hydrorégulateur qui permet aussi, pour tous les vieux bâtiments et tout le reste, d'évacuer l'humidité excédentaire du mur. Alors moi, je me posais une question. Tu parles d'humidité, mais ça veut dire que, enfin, à t'écouter, ça veut dire que s'il y a de l'humidité dans la pièce, il va l'éjecter. Mais alors pourquoi ça fait pas l'inverse? Pourquoi quand c'est humide dehors, ça ne rentre pas dans la pièce? Allez, Brian, c'est tout simple. Tu comprends ce que... Oui, je comprends. Mais par exemple, vous pouvez tous constater, quand vous êtes dans une pièce en placo, les murs sont froids, vous mettez un radiateur électrique, et qu'est-ce qui se passe? Les murs deviennent chauds. Non, on a tous un effet d'assèchement, et on se retrouve avec un air qui est exempt, donc il n'y a pas d'humidité dedans, et qui empêche la régulation hydrométrique. Donc l'enduit chanvre, c'est quelque chose qui permet de stocker de l'humidité et de la restituer. Donc on n'a pas ce ressenti qu'on pourra avoir dans toutes les maisons qui ont été doublées en placo, où on a un effet de froid, où dès qu'on chauffe, on a un effet d'assèchement. Donc on se lève le matin avec la gorge qui gratte, avec le fait qu'il a manqué d'hydrométrie dans la pièce, parce qu'en fait, nous l'humain, tout ce qui est vivant, a besoin d'humidité et a besoin d'être régulé au niveau de son humidité, comme notre corps. Et ça, c'est une chose qu'on n'a pas avec le ciment. Alors, avec le ciment, le problème, c'est qu'il a d'autres paramètres qui fait il attire l'humidité vers elle et il va la garder en elle. Que la chaux aérienne, elle permet toujours de réguler, donc l'excédent d'humidité, elle va l'évacuer dans la pièce. Nono, on commence le mur avec Coco, parce que je l'ai présenté dans la vidéo juste avant. Mais c'est qui Coco? Tu peux juste nous expliquer? Écoute, c'est le dernier de mes apprentis, le dernier qui m'a appelé il y a un petit moment et qui voulait vraiment rentrer dans la matière. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'être avec lui pour pouvoir faire un mur ensemble et montrer qu'une personne qui n'a jamais touché cette matière peut vraiment commencer à la maîtriser. Donc l'idée, c'est qu'on va bosser tous les deux. Le but, c'est qu'on fasse ce mur. Bon, on va demander à Brian aussi de nous aider un petit peu. C'est vrai? Ah non, mais je suis pas là, j'ai attends, fais pas le con. Et juste voilà, donc on est parti. Non, avant que tu partes, Nono, et je me permets, juste Coco, petite question, parce que nous, on s'est rencontrés, tu nous as beaucoup aidé aussi sur certains chantiers, quand on filmait, on s'est vu. Pourquoi t'en es venu à contacter Nono? Qu'est-ce que, je veux dire, t'as eu beaucoup d'expérience, qu'est-ce que t'as voulu trouver? J'ai aimé l'humilité de Nono, l'amour de la matière, et quand j'ai voulu à mon tour prendre soin de la matière, de faire des choses qui ont du sens, des choses intègres, je me suis dit mais à qui je m'adresse quoi? Et je suis tombé sur tes vidéos de l'archipel. Et donc j'ai vu Nono, waouh, j'ai halluciné quoi, cet amour profond pour la matière. Et donc, ce savoir-faire qu'il a, voilà, c'est ça ce que je viens chercher avec Nono, quoi. Mais t'as de l'expérience déjà dedans ou tu t'es lancé, tu t'es, vas-y, ça a l'air facile? Non, j'ai un père qui était dans le bâtiment, donc je suis un primo-initié. Donc la taloche, je vois bien comment ça se présente, à quoi ça sert. Mais si tu veux, avec Nono, ça me permet de comprendre combien de matière je vais mettre sur ma taloche, combien on va laisser sur le support, quel angle, comment on racle, voilà, comment je m'y prends pour que ça se passe correctement, quoi. Le ressenti et tout. Les temps de séchage, parce que ça se joue à ça. Ça se joue à ça. T'as dit, je veux vraiment voir de bout en bout. T'as fini à minuit hier. Ouais. Pour expliquer à quel point c'est pas si facile. Ouais, parfois, bah, tu vois, pour respecter les temps de séchage, t'es obligé d'attendre un peu. C'est comme ça. Parce que c'est la matière qui nous guide. Ouais, oui, tu le disais dans la première Voilà. vidéo, Nono. Je me rappelle ça. Ah, c'est vachement important. Bah, merci pour ton retour d'expérience. Et alors, tu le suis sur encore plein d'autres choses. C'est quoi? T'as vu ça? T'as vu quoi d'autre? T'as vu le bois aussi? T'as montré un peu les charpentes? Avec Nono, j'ai vu le bois. J'ai vu avec Nono, la première fois que j'ai bossé avec Nono, il m'a fait tenir une scie zigzag. Il m'a dit la circulaire, tu laisses de côté, mon gars. Tu vas déjà apprendre à couper ta panne avec un beau zigzag, avec un bel angle, à respecter la matière.
C'est important de commencer par les bases, Nono. Mais c'est normal, avant d'accéder à une dimension supérieure, c'est quand même bien de comprendre. Et moi, je peux dire que tous mes apprentis qui étaient en charpente avec moi, je voulais entendre le son, la musique de la scie qui chante. Parce qu'une scie, elle chante, elle a un son. Et quand on est capable de scier à la main un bout de bois, quand on prend une circulaire, eh ben, on est vraiment à l'aise. Et moi, mon maître charpentier, avant de me donner la circulaire, il m'a dit, écoute, tiens, une scie et un ciseau à bois, et tant que tu n'es pas capable de faire sans électricité, donc sans machine, l'assemblage, tu n'auras pas la machine. Ça a duré combien de temps? Je dirais, allez, une bonne année. T'as scié pendant J'ai scié, et pour la petite histoire, Coco, il me titille, mais mes apprentis, je leur disais, écoute, on va scier le bûcher, donc je les apprenais à scier du bois de chauffage à la scie pendant des heures, pour qu'ils apprennent vraiment le geste et qu'ils puissent vraiment comprendre le bois, parce que quand on scie, c'est pas que l'outil, c'est la compréhension de la matière. Et là, ce que Coco a dit, le témoignage qu'il a dit, c'est le mélange, la recette, elle est accessible à tout le monde. Mais la mise en œuvre, elle demande de la sensibilité, elle demande vraiment de ressentir la matière. On n'est pas sur des produits industriels qui sont morts et stériles, on est sur des produits vivants qui, nous aussi, on est des humains, et que même quand on les met en œuvre, des fois, il y a vraiment cette fusion entre l'humain et la matière. Le savoir-faire, tu disais. Il y a savoir et faire. Ouais. Donc là, aujourd'hui, justement, Coco, il est là, et c'est son premier enduit chanvre dans son apprentissage de tout ça. Et donc là, on est parti pour poser ensemble l'enduit chanvre. Je sais pas comment tu le donc là, comme il disait Coco, on est parti, truelle carrée, support droit. Et là, on vient charger correctement notre taloche. Non mais là tu mets la masse là. Mais là, on peut faire que ça avec l'enduit chanvre. Et donc je pars sur le côté. Et là, on part sur une pose à la taloche. Donc Coco, resserre-toi avec moi. Et là, on est parti. Et donc on fait un mouvement et on tire. Donc là, la première acte, c'est pas hop là, on touche pas plus la matière, mon Coco. Donc le premier acte, c'est la pose de la matière. Et Nono, il a moins dégueulé que toi, c'est la chance du débutant ou c'est l'expérience à ton Parce qu'en avis? réalité, peu importe ce qui tombe par terre, de toute façon, il n'y a pas de déchets. C'est que notre premier acte, c'est la pose de la matière. Donc je veux mettre en garde tout le monde. Si vous voulez déjà, dans votre sous-couche, avoir une finition, c'est comme le tas de lac. Il y a un acte de pose, il y a un acte de rangement, et il y a un acte de finition. Là, on est sur une première couche. Donc notre but à nous, c'est surtout pas d'avoir une surface lisse. On a besoin de vraiment poser de la matière parce que le but, c'est qu'on ait 5 cm. Donc vous pouvez voir avec mes doigts. Il y aura 2 passes à faire. Là, ça c'est la première passe. Et la deuxième passe, elle va être de la même épaisseur. Donc là, je vois Coco, il est proche des 2 cm. L'idée vraiment, c'est qu'on arrive entre 2 et 3 cm. 2 et demi. Je touche plus maintenant. On redresse pas tout ça. Alors même chose, la matière qui tombe, on la rejette vers le mur. Ok. Allez. Et là, on fait des à-coups, comme dit Nono. Voilà, va-et-vient, horizontal. Magnifique. Même là, hop. Voilà, en tout cas, on a démarré depuis 10 minutes et on est déjà un tiers du mur. Voilà, avec l'équipe Coco, Brian. Franchement, ils assurent, les gars. Franchement, c'est ça. Allez. Yeah. Non, mais en plus, on n'a pas peur d'en perdre. Ça, c'est pas grave, parce que la matière qui tombe en bas, elle nous sert à remonter le mur. Touche à rien, là. On est bon. Je reviens sur... Par contre, nettoyer ton outil. Tu racles bien avec la truelle. Mais ouais, toujours. C'est pas la pression, en fait, quand c'est Nono qui regarde.
Coco. Hop. On va faire, Ça tombe, mais c'est. En fait, C'est je pas m'inquiète- grave. Non, mais je m'inquiète pas sur une chose, c'est que tu nous as dit que. Hop. Là, c'est mieux. Alors, Ouais, là, ça sur tient pas ces bien. zones, tu prends la truelle et tu travailles avec la truelle en appliquant. Là-dessus. Donc là, sur les surfaces ici, Putain, je vais montrer. Je montre aux gens qui voient là. là on travaille à la truelle. Donc tiens, regarde. Là, ça me rappelle quand on faisait les bois, les tenons mortaises. Donc là, j'ai utilisé la technique de jeter. Alors, je ne vous la propose pas direct parce que pour quelqu'un qui n'a pas l'expérience, c'est plus difficile de jeter que de poser. Donc là, je vous montre, j'écrase un coup et je claque. Et ça me permet réellement... Il y a quand même de la perte, Nono. Finesse. Alors, il n'y a aucune perte, parce que l'intérêt qu'on est sur la chaux aérienne, ça nous permet vraiment de pouvoir recycler toute la matière. On a quasiment zéro déchet. Donc sur la zone qu'on voit ici, qui est un peu sensible, je vais jeter. C'est un peu comme le gopti ou il y a une Là, autre. par contre, je jette Ça claque. Hein. sur 2 cm. Est-ce qu'il y a un rapport avec ce que tu nous avais montré avec le gopti? C'est encore le poignet ou faut. Alors là, c'est sûr que pour le jeter, c'est pour ça que je n'ai pas proposé directement pour les novices. Demande de jeter la matière, ça demande de faire tourner la truelle sur elle-même. Donc on est sur un effet où c'est le poignet qui vient claquer la matière. Donc je vous remonte. Le souci, c'est que quand on fait ça, il faut se protéger les yeux, parce qu'on peut vraiment avoir des retours d'effet. Donc là, on voit l'histoire. Ok. Voilà, donc on arrive sur la situation. Pour le moment, on n'a fait que poser, on voit le mur. Là, je voulais quand même féliciter Brian et Coco. Allez, en 25 minutes, le mur a été monté. Donc on arrive sur la face qui est un peu plus difficile, où on ne peut pas utiliser la taloche pour arriver jusqu'en haut. Donc là, on travaille vraiment avec la truelle. Donc on arrive là-haut. Donc j'ai 2 options. La première option, c'est j'écrase, je récupère la matière et je vais claquer. Attends, bouge pas. Allez, je recommence. Hop là, ça claque dans les yeux un peu. Donc là, je viens claquer ma matière en direct. Ou j'ai la deuxième option. J'écrase un peu, je reprends et je viens de travailler avec ma truelle. Et cette fois-ci, je vais juste monter ma matière. Simplement. Je la caresse pas trop. Ça me fait penser comme ce que je faisais sur le mur extérieur. Ça. Voilà, donc on est un peu sur le mur qu'on a fait avec Brian chez lui avec le colombage. Là, on travaille vraiment avec la truelle. Donc là, j'ai claqué, mais je viens resserrer avec ma truelle. Alors là, on a posé la matière, Coco et Brian. Écoutez, on a pris une petite heure avec l'équipe de choc, Brian et Coco, et Nono en appui, bien sûr, au niveau. Donc là, on a posé la matière. Et là, l'idée maintenant, c'est vraiment, on va ranger, on va resserrer pour vraiment retrouver le plan. Parce qu'on voit bien qu'on a des traces partout et tout ça. Donc, on commence. J'ai récupéré une matière qui est un peu plus liquide. Et là, l'idée, c'est vraiment de revenir sur des zones. Et je viens ranger la matière. Donc c'est comme l'enduit, c'est comme le tas de lac qu'on a vu. On vient resserrer la matière. Voilà, on voit bien qu'elle a fait sa prise. Et là, l'idée, c'est vraiment de revenir à peu près sur un plan. Mais on ne veut surtout pas que ça soit lisse. Parce qu'on n'est que sur une sous-couche. Et donc le risque, c'est qu'on veut tout de suite vouloir avoir une finition. Que là, on est juste dans la pose de matière. Donc on a posé. Et là, je vais vraiment, avec ma taloche, on voit que la matière bouge derrière. Je vais vraiment dresser la matière. Donc on voit le mouvement derrière.
Voilà, c'est un peu comme de la glisse. On entend glisser là. Donc là, je suis en train de vraiment redresser mon support. Et je laisse vraiment le support ouvert pour que adhère la prochaine couche. Nous, entre cette couche-là et l'autre, il y a combien? C'est en heures, en journée? Alors le souci, c'est qu'on est en plein hiver. Vous n'avez qu'à regarder par la fenêtre. Juste la neige qu'on voit. Voilà. Et là, on a mis un chauffage au gaz, parce que la chaux aérienne, elle carbonate au gaz carbonique. Donc en fait, les chauffages qui sont des brûleurs, chauffage bois ou gaz, créent du gaz carbonique qui permet d'accélérer la carbonatation. Donc là, normalement, c'est des enduits qu'on fait au mi-saison. Mais dans le cadre où on chauffe, on peut se permettre de le faire en plein hiver. Et t'es sous la celle-là et la prochaine? Alors là, je pense que la prochaine passe, on la passera d'ici une petite semaine. D'ici une semaine, on repassera la deuxième passe. Donc mon idée, c'est de revenir. Vous voyez le support qu'on a ici, il est entre les deux. Donc là, j'ai un petit trou, petit rajout de matière, et on dresse. Alors encore une fois, vous avez vu, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Donc là, je reprends, je vois que j'ai encore des décalages. Hop, je remets un peu de matière dans mes trous et je viens dresser. Et là, vous voyez toute la matière qui est tombée et on l'a laissé exprès parce qu'en fait, par gravité, l'humidité va descendre. Et donc, au dernier moment, on vient relever la matière qu'on a au pied de mur. Donc là, je suis en train de reprendre le pied du mur avec la matière qui est un peu plus sèche. Donc encore une fois, avec ma taloche, je redresse le mur pour avoir un plan. Bon, mais on est parti pour la deuxième passe sur l'enduit chambre. Donc là, viens voir Brian. On a laissé la première passe qu'on a passée à peu près une semaine et on voit bien que l'enduit, on le voit, regardez, mon doigt il rentre un petit peu dans la matière. Donc ce que je veux dire pour les deux passes d'enduit chambre, ce qui est important à comprendre, c'est que si on laisse trop sécher la première passe, on ne va pas pouvoir faire fusionner les deux couches. Donc ce qui est important, je ne peux pas vous donner le temps, ça peut être de 1 à 2 journées à 1 ou 2 semaines selon la période de l'année, mais ce qui est important, c'est d'être dans la bonne séquence. Donc là, on a posé la première passe, on voit qu'elle a fait sa prise au mur, mais elle a gardé suffisamment d'hydrométrie dedans pour qu'on puisse fusionner les deux passes. Nono, pourquoi une deuxième passe? C'est pour gagner en épaisseur? Alors là, on a passé la première passe. Donc là, on n'a pas de prise et pas d'électricité, mais si j'avais mis de l'électricité, une prise ou le reste, j'aurais ma boîte qui sort ici et la première passe, elle est à fleur de gaine, on dit. Donc en gros, les gaines sont en 2,5 et on a passé une passe qui fait entre 2,5 et 3 cm. Donc celle-là, on l'a laissée très rugueuse, on l'a vu, elle est vraiment très rugueuse. On l'a laissée vraiment ouverte pour avoir une bonne accroche mécanique. Et pour la chimie, c'est très important de revenir sur son enduit tant qu'il est encore humide. Mais il ne faut pas le faire trop tôt, parce que sinon on va décroler la première passe. Donc c'est subtil, on est encore dans la subtilité, comme la cuisine. Quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Donc on observe, là je sais, on est vraiment bien. On va pouvoir se permettre, on voit qu'il est brillant encore. Là, regarde, sur la lumière, on voit qu'il y a encore de l'eau dedans. Si maintenant l'enduit chanvre commence à blanchir, eh bien, le fait qu'il y ait de la chaux aérienne et un agent pouzzolanique dedans, ça la rend hydraulique. Donc ça la rend imperméable à l'eau. Donc c'est très difficile. Il y a bien un truc qu'il faut faire attention par rapport à l'enduit chambre, c'est de ne pas le mettre la deuxième couche trop tard. Il faut vraiment qu'on fusionne, qu'il y ait une vraie fusion pour pas qu'il y ait un décollage des deux couches. Ni trop tard, ni trop tôt. Voilà, alors ça c'est subtil, bien sûr. Là, aujourd'hui, on a repris la matière qu'on avait et on l'a assouplie un tout petit peu plus. Donc, je répète, je l'avais mis un tout petit peu moins d'eau pour pouvoir la transporter. Parce qu'on l'a transportée, on l'a fait dans la plaine et on l'a amenée jusqu'ici. Donc j'avais mis un tout petit peu moins d'eau dans le mélange pour éviter que par gravité, tout le sable tombe en dessous et que ça en mette partout dans le camion. Donc maintenant que la matière était ici,
je rajoute de l'eau au fur et à mesure pour vraiment avoir un côté crémeux. Donc la première couche, on l'a posée un peu plus dure et celle-là, on la passe un peu plus liquide. Pourquoi ? Parce qu'on va vouloir dresser le mur. Ce qu'on veut, nous, c'est revenir à un plan pour pouvoir poser une finition de qualité dessus. Ça va boucher les imperfections. Voilà, donc là, on voit bien que c'est un peu brut dans ce truc. Et la deuxième passe, on va vraiment la tirer un peu plus avec la taloche pour avoir quelque chose de plan, pour revenir sur le plan. Ok, tu veux rajouter Non, je vais vous montrer, on va démarrer. Allez, on démarre. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Je rappelle aux gens, j'ai pas de gants, mais normalement c'est bien de mettre des gants. Là, la chaux, elle est plus aérienne, donc elle est plus dans l'air, donc je suis pas obligé de mettre un masque. Mais je conseille à tout le monde de porter des lunettes, parce que la chaux en pâte, là, c'est presque de la chaux vive éteinte, et c'est extrêmement agressif pour les yeux. Donc pour ne pas, normalement, ça nous arrive souvent de la poser en la claquant sur le mur. Moi, je vous conseille plutôt de faire une pose à la taloche qui évite les éclaboussures et d'en prendre dans les yeux. Donc si vous le faites chez vous, prenez des gants, mettez des lunettes, mettez-vous en situation parce que ça demande d'avoir l'habitude de travailler les matières pour pas qu'elles nous agressent. Ouais, et toi, même avec beaucoup d'expérience, la dernière fois, tu montrais, ça gicle. Hein, Alors exactement, ça gicle, et quand on l'a dans l'œil, croyez-moi, on court vite après. Et si ça vous arrive, vous partez vite en courant et vous faites couler beaucoup d'eau pour laver la chaux. Ça n'arrivera pas parce que les gens vont se protéger avec voilà, les donc se protéger et plutôt utiliser la méthode de pose à la taloche ou à la truelle. Donc là, je repars, je prends ma matière. Et là, l'idée aujourd'hui, c'est de reposer à peu près 2,5 cm. Voilà. Donc, comme j'ai dit la dernière fois, quand on démarre à la taloche, on ne démarre pas tout en bas. Parce qu'en général, si on démarre tout en bas, on va créer un pied d'éléphant. Et c'est pas très esthétique. Donc, je démarre à peu près 10-15 cm plus haut. Et je viens poser ma matière. Donc, encore une fois, on est sur un acte de pose. Alors, Nono, par rapport à ce qu'on avait posé la première fois, c'est peut-être le côté plus liquide, mais ça me paraît, ça a l'air de moins accroché par rapport à... Non, c'est parce que pour le moment, ça a besoin vraiment d'avoir un effet tampon et ma taloche n'était pas très lisse. Donc toujours travailler avec des outils propres. Voilà. Donc vous voyez là, je repars sur une passe, on le voit sur le côté, à peu près de 2 à 2,5 cm. On vient de finir de poser avec Brian, parce que vous ne le verrez pas en vidéo, mais Brian a participé à la pose, on l'a fait tous les deux. Donc là, on est sur 3/4 d'heure, 1 heure de pause. Donc on a posé la matière, et comme on peut le voir là, on a vraiment, je l'ai laissée bien ouverte, elle est vivante. Donc là, pour le moment, on ne la touche pas, et on laisse vraiment, donc ce que moi je veux, c'est pas une finition chanvre. Donc on n'est pas sur une finition paille de chanvre, stuquée et tout. Moi, je veux vraiment avoir un support granuleux pour pouvoir poser une finition dedans. Donc, pour ceux qui font que le correcteur thermique et qui font une finition de dessus, ne surtout pas la lisser. Parce qu'en fait, si vous la lissez, eh bien, vous êtes obligé de repasser un gobti dessus pour avoir l'accroche mécanique. Donc là, on est simple. Après, je récupère toute la matière. Donc, toute la matière, la magie de la chaux aérienne, je l'ai déjà dit souvent, mais c'est que tant qu'on ne la met pas en œuvre, elle ne tire pas. Donc ça veut dire qu'on n'a aucun déchet. On garde la matière dans les poubelles et je vais rajouter un peu d'eau dedans. Et je vais pouvoir le garder des années. J'ai des poubelles ici à la maison qui ont 1 an et demi, 2 ans et qui ne bougent pas. Voilà. C'est pour faire des raccords si tu n'as pas assez. Voilà, ou souvent on en garde toujours en réserve, que si on arrive sur un chantier et qu'il nous manque, ou en tout cas sur nos chantiers ou d'autres, si on nous manque un peu de matière, on a toujours de la réserve. Après, je voulais rappeler un petit truc quand même, j'ai dit... Mets-toi la lumière, Nono, qu'on voit ton regard. Je disais quand même que la dernière fois, l'enduit chanvre se pose sur quasiment presque toutes les matières. Alors, je mets un petit bémol. Sur le placo directement, tout ce qui est extra lisse a besoin d'un gobti. Ou de peigner. Alors... on a 2 options, ça veut dire là on est sur des murs anciens, vous l'avez vu, j'ai posé sur 3 ou 4 supports différents, je ne suis pas au sol, donc j'ai pas de remontée capillaire, et je me suis permis de passer un coup de gomme. J'ai fait un gommage avec mon enduit chanvre qui m'a permis d'aller et de recouvrir toutes ces matières.
Par contre, si vous voulez faire de l'enduit sur le placo, par exemple, ou sur des surfaces très lisses, ou le plâtre, on est obligé de passer par une sous-couche qu'on va poser au peigne. Donc on avait rappelé un peu, la petite astuce, c'est colle à carreaux de plâtre. Donc vu qu'on part sur un plâtre ou un placo, on utilise la colle à carreaux de plâtre et on va la peigner avec un peigne à carrelage triangulaire à peu près en 0,3. Et l'intérêt aussi, c'est pas de peigner dans la verticale, c'est de peigner dans l'horizontale. Tout ça pour garder l'eau et pour aussi avoir une accroche mécanique cohérente. Donc c'était juste pour rappeler l'enduit chambre. Alors sur le plastique, ça marche pas, bien sûr, et sur la ferraille non plus. Mais tout ce qui est minéral, ça accroche énormément. On peut même passer sur le bois. Ça fonctionne bien parce que vu que l'enduit chanvre, la fibre de chanvre, la chaîne vote dedans, nous permet d'être fibré. Donc c'est un enduit qui est fibré. Bon, non, on avance bien. Voilà, donc là on est sur un autre appartement. Celui-là c'est le mien. Donc voilà, je vous fais un petit tour. On peut voir les cloisons en peuplier et tout ça. Et là je me suis fait plaisir, c'est vrai, je me suis installé une fenêtre à galandage. On va la laisser fermer, il fait beau. C'est le froid. Non, on l'a fermée, elle est gelée, voilà. Ouais, elle est gelée. Donc on a un petit... voilà, et le but d'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. On est avec Pado, Coco et Brian. Et le but, c'est d'enduire le mur, là. Donc on part vraiment sur un enduit chaussable, avec un tout petit peu de poussière de marbre. On va vous montrer le mélange après. Et l'idée, vraiment, c'est ici, je veux le maximum de lumière. Donc... Est-ce que ça ressemble au stuc? Alors, non, le stuc, c'est une préparation bien particulière. On est sur des enduits extrêmement fins. Là, on va poser un enduit qui fait à peu près entre 0,8 et 1 cm. C'est vraiment... Non, c'est vraiment une épaisseur, c'est de l'enduit. On n'est pas sur des stucs, des pâtes fines. Et t'as posé ça sur quoi, Nono? Alors, viens voir, justement, on va se rapprocher. Voilà, donc là, ce qu'on a dessous, on a 5 cm d'enduit chanvre. Et après, j'ai passé un corps d'enduit en dessous que j'ai gratté. Parce que si on veut, surtout, on se rappelle bien que tant que c'est pas fini, on referme pas le support pour qu'on ait une accroche mécanique et que l'enduit puisse pénétrer dans les zones où j'ai gratté pour vraiment, voilà. Donc on peut imaginer que là on est déjà presque à 6 cm d'enduit. D'accord. Et on va encore rajouter 1 cm. Encore 1 cm. Voilà, donc on voit, ils sont en train de préparer le support. Donc on mouille déjà, cet enduit il a été fait il y a 1 an à peu près. Donc il était extrêmement sec. Et là on est en train de le réhumidifier déjà depuis 2 jours. Ah oui. Donc pour vraiment que l'eau pénètre dans le support, ça fait déjà 2 jours qu'on passe régulièrement dans la journée pour faire rentrer de l'eau dans le support. Parce que sinon, on ne pourra pas enduire, on n'aura pas le temps de faire une finition. Et là, comme on voit, je suis sous la toiture un peu basse. Et là, j'ai vraiment envie que la lumière puisse refléter. Donc on va faire des enduits fins. Bon, pas au niveau du stuc, hein, mais on va vraiment travailler un enduit fin avec peu de granulométrie. On va le faire à la spatule ou... Alors on va le poser à la liane. Donc la là on peut voir les outils. Pour ceux qui se rappellent, les lianes en inox. Donc on va faire une pose à la liane. Et après on va juste resserrer peut-être un tout petit peu à la taloche. Et on va refermer avec une liane plus fine. Et dans la foulée, je remettrai un badigeon à fresco dessus, mais avec la même couleur. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo sur les badigeons et tout, cette fois-ci, je vais utiliser la laitance de mon enduit pour venir repasser. Donc on va avoir quelque chose d'assez fin. Le but, c'est vraiment qu'on ait très peu, pas comme on a là, ici, parce qu'en fait, tous les enduits un peu comme ça, la granulométrie, ça amène à enlever la lumière, ça absorbe la lumière. Que moi, j'ai vraiment envie que mes enduits, cette fois-ci, ils me renvoient de la lumière. Ok, et comment tu prépares un petit peu ta voilà, mission, donc on va aller en bas. Voilà. Okay, bon. Donc là, voilà, vous avez vu, il y a aussi ce mur en enduire. On est sur les mêmes fenêtres que chez Pado. Donc on voit bien vraiment de la fenêtre faite par les artisans. Bon, celle-là, elle a été un tout petit peu peinte. Mais on est vraiment sur de la super menuiserie. De toute façon, ici, il fait extrêmement bon. Pour ceux qui sont là, c'est chauffé avec un radiateur. Et il fait... voilà, et ce que vous voyez au sol, c'est un parquet en chêne. Et vu qu'il y a eu un incendie, la maison a brûlé il y a quelques années ici, donc on a tout refait. Mais j'ai gardé l'ancien parquet que j'ai reponcé. Et on voit vraiment les traces encore noires qui sont restées. On est un peu dans l'esprit d'un deck de bateau, comme on a sur les bateaux et tout ça. On vous a étalé un petit peu la matière qu'on va mettre dedans. Donc là, on a un seau de chaux.
Il y a moitié chaux blanche aérienne et on a mis un peu de chaux hydraulique grise dedans pour renforcer la dureté à l'impact. Parce que la chaux aérienne toute seule, des fois, quand les murs ils prennent des pignes et tout, c'est plus faible en densité et donc ça la renforce un petit peu. Après là, on a de la poussière de marbre. Ça, on l'a utilisé pour le stuc et pour le tas de lacte. Et là, vu qu'on a des sables qui sont un peu lavés, en l'occurrence le sable qu'on a ici, il n'a pas de charge fine. Poussière de marbre en combien? C'est du 0,1, c'est la plus fine. Okay. Voilà. Et pourquoi on utilise un peu de poussière de marbre? Parce qu'on voudrait rajouter un peu de charge fine dans notre sable. Donc vu qu'on n'est pas sur un sable terreux avec beaucoup de charge fine ou un apport de terre en plus dedans, on se permet de mettre un peu de poussière de marbre. Et comme je disais tout à l'heure, je voudrais vraiment que les enduits soient tendus, qu'on ait vraiment un effet de reflet presque de la lumière. Donc qu'est-ce qu'on a? On a deux jaunes qui sont très proches l'un de l'autre. On a un sable gris roux. Alors il tire un peu sur le gris, mais il a quand même une note légèrement rousse. Voilà, avec encore le mica qu'on voit dedans. Voilà. Donc le mélange, c'est 3 sables pour un seau de poussière de marbre et un seau de chaux. On est d'accord que c'est juste pour la couleur. On aurait pu, si on avait eu, enfin, imaginons les personnes veulent se lancer, ils n'ont qu'une sorte de sable. Alors ils peuvent très bien. Moi, l'idée, c'est que je voulais un blanc qui est légèrement cassé. Je voulais pas un blanc grec là qui est trop blanc. Et je voulais juste casser un peu la note en mettant un peu de sable jaune dedans. D'accord. Bon, on est parti les gars. Allez mon coco. Et un peu d'eau, bien sûr. Voilà, l'eau, on la met en appoint parce que bien sûr. Ce qui est important, c'est vraiment de faire la pâte comme on a envie. Donc l'apport de l'eau, donc là on verra, on vous dira à peu près ce qu'on a mis dedans. D'abord un peu de sable. Voilà, il met la chaux au fond. Alors la chaux, je l'avais écrit la dernière fois, là c'est vraiment parce qu'on fait la démonstration. Quand vous en Voilà. avez pas mal à faire, un masque et à l'extérieur. C'est ça, le mieux c'est de travailler à l'extérieur et éviter des grands mouvements aussi, des grands... voilà. D'abord un mélange sans eau. Vraiment. Alors c'est ça. On travaille le mélange sans eau, à sec. Et après pourquoi on fait ça? C'est pour qu'on n'ait déjà pas de grumeaux, ou le moins de grumeaux possible, et surtout qu'on ait déjà tous les éléments qui se sont bien mélangés. Et si on met l'eau tout de suite, ça va pas bien. Et on travaille avec un malaxeur d'intérieur, ça nous évite de prendre les bétonnières et tout le reste. Allez, non, on pose. Et bien voilà, venez voir la pâte, on la voit, elle est bien onctueuse, donc on a une belle pâte, et on est parti sur une pose à peu près d'1 centimètre, entre 0,8 et 1 centimètre. Donc là, on est sur une pose directement à la liane, donc on est reparti. Ok, ça comme hier avec Chaux-Chanvre. Voilà, sauf que c'était pas le même outil. Donc on part pas directement au sol, on part toujours un peu plus haut parce que la matière qui est au sol va tomber, nous permettra de faire le pied du mur. Et ça évite de faire des pieds d'éléphant. Comme hier, hein, aussi dans la... Voilà, exactement. On est toujours dans le même esprit. On recroise un petit coup. Là. Donc on voit directement qu'on travaille déjà le support fin. Et grâce à la poussière de marbre, on a vraiment un joli glacier tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit. Donc là, vous avez vu, on est... Du moment qu'il n'y a pas d'accroc sous les outils, c'est qu'on est bon. Allez, on va s'aligner tous les trois et on va poser ça. Et là, un mur comme ça, il y a quoi? Il y a combien de mètres carrés? Il y a à peu près 10 mètres carrés? Un peu plus, on avait compté. Un peu plus. Et ça, à 3 Ben là, je pense qu'on en a pour une demi-heure. Une demi-heure. Allez, entre une demi-heure et 40 minutes, 45 minutes. Alors Coco, va pas trop loin. Au cas où ça tire, on reste proche. Bon, c'est vrai que Pado, il en pose un face, mais...
Non, est-ce qu'il y a des trucs encore à rajouter ou Là, sinon, pour le moment, on va poser un petit peu, on va vous montrer. Alors, Coco, il faut pas que ça soit trop fin, hein, sinon on ne pourra pas le stuquer. On est vraiment sur une passe, encore une fois, comme d'habitude. Ce qui est très important, c'est de respecter l'épaisseur. Voilà, il faut te mettre, là on part sur 1 cm, sinon on ne va pas pouvoir stuquer derrière. Au-dessus, tu termines à la taloche, à la truelle. Ouais, parce que tu peux pas y aller avec la voile. Donc tu vois, il y a vraiment l'effet. Hop, Tu poses. là. Et pareil, si ça retombe, là, qu'il y a des coulures, ça tu rattrapes sur... Alors là, on est dans l'acte de pose. C'est pour ça. D'abord on pose et après on travaille le support. Mais là on est vraiment, on pose la matière d'abord. C'est pour ça que tu disais à Coco de pas trop Ouais, appuyer. parce que là il était déjà en train de stuquer le support. Ouais, c'est pas ce qu'on cherche. Il faut être méthodique et surtout être nombreux. Parce que si vous voulez faire des enduits et accéder, le mieux c'est d'être nombreux. C'est vraiment un moment où on a besoin d'être en groupe. Comme ça, on peut se permettre de poser vraiment des belles surfaces. Ouais, puis il n'y a pas de problème de couleur comme ça si Et tu le surtout, fais. le vrai souci, c'est les rapports. Ok. Ce qui n'est pas joli sur un enduit de finition, c'est que si maintenant on commence à avoir un raccord entre la pose de midi et tout ça, quand on commence un enduit, on termine jusqu'au bout. Bon, un quart d'heure, même pas une demi-heure comme Ouais. disait Benoît. Un quart d'heure à 3, on a fini d'étaler le mur. Et puis là, je repasse derrière. Là, la matière a commencé à prendre légèrement. C'est encore, ça se travaille, hein, c'est très souple. Et là, je passe avec la grande pour dresser, effacer un peu les traces d'outils. Et là, de faire ça, ça resserre comme disait Benoît. Là, on n'est pas encore au stade où ça va resserrer, mais ça le dresse, quoi. On l'arrange. Voilà. Avec un outil, un grand platoir. Pareil, un coup à l'horizontale, un coup à la verticale. Ouais, voilà. Bon, là, on est sur des vieux murs en pierre qui sont pas très plans. Donc, voilà, on fait un peu comme ça vient. On essaye de ranger la matière. Alors vous avez parlé tout à l'heure, ça tire pas. Là ça avait l'air plus grave. C'est que justement, on avait assez mouillé et ça nous laisse le temps de travailler. Parce D'accord. que ce qui est important, c'est avoir le temps pour une belle finition. C'est bien d'avoir du temps. Donc là, par contre, on mouille bien le support en avant, mais mouiller, ça ne veut pas dire l'eau qui dégouline. C'est vraiment d'avoir de l'eau qui a pénétré dans le support. Nono, petite question, parce que je sais que ça plaît beaucoup. Il y en a pour combien pour un mur comme ça à peu près en matière? Je sais pas, qu'est-ce qu'on a? On a eu Ça, 2 moitiés chauds. On a à peu près une trentaine d'euros de chaud et une quinzaine d'euros. Allez, on va compter 50 euros. 50 euros. Voilà. Et là, l'idée, c'est que maintenant que Pado il a passé la première page, je change d'outil et je suis sur vraiment des outils extrêmement flex. Voilà, on voit bien, c'est les stuqueuses de finition. Et là, l'idée, c'est vraiment de glacer notre support. On revient un peu dans l'esprit du stuc, mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire des enduits à la chaux extrêmement fins, avec une finition extrêmement fine. Voilà, donc là, je passe avec mon outil, on va le voir. Et je vais vraiment resserrer encore. Et encore affiner les traits d'outils. Bon, mon idée, c'est pas d'avoir quelque chose de plan, hein. Comme on dit, on va garder un peu de vie dans le support. Donc un peu de vie, c'est toujours garder un peu les creux, les bosses. Ça donne un petit côté sympathique. Voilà, donc là, je suis vraiment en train de resserrer simplement. Avec ma stuqueuse. Voilà. Là, on voit Coco qui est en train de finir les pieds de mur. Voilà, dans l'ordre, dans le process, c'est quand même bien, on finit les pieds de mur avant, on finit les pieds de mur après, pardon, parce que c'est plus facile. Comme ça, on jauge vraiment, il n'y a plus de matière qui tombe.
Donc là, on peut vraiment voir, je suis en train encore d'affiner le grain. On est vraiment sur un glacis là. On voit ça brille. On voit vraiment l'effet glacis. T'as quand même de longues minutes avant que ça sèche pour Alors là, toute la magie de ce qu'on a fait là, c'est qu'on a le temps de travailler sur notre support. Ça veut dire que là, on peut y travailler dessus quasiment pour une petite heure. Donc je préviens tout le monde, si vous mettez pas assez d'eau, vous allez vous retrouver dans une situation où vous n'aurez pas le temps de faire la finition correctement. Donc plus on avance dans le process, plus on doit vraiment appliquer une méthode cohérente. Là, on voit bien le support qui est dessous nous permet de faire le tampon. Parce que dès qu'un enduit chanvre, qu'on voit plus, si on le voit, il est derrière là. Mais dès qu'un enduit chanvre est sec, il est imperméable à l'eau. Donc c'est un enduit qu'on ne peut pas remouiller après. Donc on a rajouté une couche exprès de chaud sable qui nous permet de faire la finition dessus. Si je l'avais fait dans la foulée, j'aurais pas eu besoin de la sous-couche. Voilà, on est en train d'enlever les derniers traits d'outils. On voit vraiment bien que c'est en train de se fermer. Et là-dessus, pour vraiment avoir l'effet tendu, je viendrai avec un badigeon à fresco. Ça, je l'avais déjà montré, mais je vous le remontrerai. C'est vraiment ce qui permet encore d'enlever les petits endroits où on n'a pas la même granulométrie. Ce genre d'endroits là, comme on voit ici, qui ne sont pas brillants. Ok. Mais là, on voit bien que la matière, elle est encore... on peut vraiment bien la travailler encore. Même chose, ce qui est très joli sur un enduit, c'est très important que les bordures soient faites correctement. C'est ce qui donne la qualité d'un enduit de finition. Voilà, donc c'est bien travailler toutes les petites bordures, venir resserrer les angles. Alors, on a fait l'enduit la semaine dernière et tout. Et là, je voulais vous montrer il est en train de tirer. Et j'ai traité l'enduit avec le fond du mélange. Donc, j'ai utilisé l'eau de nettoyage des outils pour permettre de récupérer ma laitance. Et pour permettre d'avoir un enduit, on le voit bien, il est en train de se tendre pour avoir des enduits extrêmement fins. Donc, on voit bien, il est en train de tirer là. Vous voyez en haut. Donc on peut vraiment avoir des enduits à la chaux. Attends, juste Ouais. avec ton nom, attends, on voit pas bien. Ah ouais. Ce que tu appelles tirer, c'est sécher. Donc le petit secret de l'histoire, c'est que vous posez votre enduit, on l'a posé à la liane, on l'a serré. Et après, pour vraiment avoir des enduits fins à la chaux, j'utilise la technique du badigeon à fresco, sauf que j'incorpore pas de couleur. J'utilise le nettoyage de mes outils, que je fais encore une fois décanter à l'eau pour faire remonter la laitance et permettre réellement d'utiliser la même couleur pour permettre d'enlever un petit peu et de réduire la granulométrie. L'importance de nettoyer ses outils, Nono. Donc ça veut dire, je pousse encore jusqu'au bout, même l'eau de nettoyage des outils peut être utilisée pour venir redonner et obtenir un résultat extrêmement fin. On est vraiment sur des enduits à la chaux qui sont vraiment fins. Donc c'était pour rassurer un peu tout le monde. Les enduits à la chaux, c'est pas que des enduits granuleux avec des finitions un peu rustiques. On peut aller très très loin. Donc là, on est sur un enduit à la chaux, chaud sable avec poussière de marbre et tout ça. Sauf que j'ai fini. Après 2 jours, j'ai laissé tirer mon enduit et je suis revenu avec mon badigeon à fresco. Je vais vous montrer un petit peu. Allez, on va prendre un Tu petit vas en faire coin. tu refais une session. Juste pour montrer qu'est-ce que j'ai fait. Donc j'ai réutilisé ma laitance et je suis revenu sur mon enduit recroisé pour permettre de fermer le port. Ça me rappelle la première vidéo sur les enduits. qu'on a Voilà, fait. exactement. Sauf que j'incorpore pas de couleur. J'utilise la même couleur que mon enduit pour donner vraiment un effet de finition fine.
On est vraiment sur des enduits qui vont refléter la lumière. Mais là, ça va reblanchir encore? Alors ça va devenir comme là, on est là-haut. Ok. Le seul truc qui est intéressant, c'est que plus on a une granulométrie fine, plus on reflète la lumière. Et ce que je voulais dans cette zone qui est un peu sombre ici, c'est vraiment que la lumière naturelle, là où on est là, pour le moment, il n'y a aucune ampoule allumée. On n'est que sur de la lumière naturelle. Donc vous voyez vraiment qu'on peut obtenir des enduits de finition qui sont suffisamment fins pour pas avoir d'ombre. Et donc l'intérêt, c'est qu'elle va refléter la lumière. Donc ce que vous voyez, le marbré qu'on voit encore pour le moment, c'est parce que l'enduit il est encore en train de tirer. Ok. Après, ce sera uniforme. Donc après, on aura vraiment l'aspect comme on a en haut aussi. Donc toute la partie qui est haute, là, on voit vraiment la finition. Et là, tu as commencé, tu es obligé de tout refaire ou tu peux laisser Alors, normalement, quand je passe une passe d'enduit, je passe une passe intégralement. Et l'idée, c'est surtout pas utiliser trop de matière. J'utilise l'eau de nettoyage. Donc, au lieu de jeter mon eau de nettoyage, je l'utilise pour vraiment affiner mon enduit.